Ayant très peu d'informations sur la bataille de France de mai-juin 40, à laquelle a participé mon oncle, le commandant Pierre Grenet, à la tête d'une unité de bombardement d'assaut en vol rasant, j'ai fait des recherches au service historique de la défense à Vincennes, où les archives se sont ouvertes depuis quelques années. Et j'ai pu détailler au jour le jour toutes les opérations qui ont été menées sur cette période. En tout cas, surtout début de l'offensive allemande, et en particulier, je me suis beaucoup intéressé au 14 mai 1940, qui a été la date à laquelle sont passés les 1000 Panzers de Guderian et de Rommel sur la Meuse, sur un pont de bateau près de Sedan, à Gaulier. Donc on découvre dans tous les journaux de marche des unités de bombardement de l'armée française que le 13, suite à des observations faites par les avions de reconnaissance, une colonne extrêmement longue dans le massif des Ardennes a été identifiée avec les plus lourds panzers de l'armée allemande, des véhicules militaires, des unités mobiles de DCA, et donc le quartier général averti a demandé à l'armée de l'air de lancer des opérations le plus tôt possible, et donc le 14 mai, sur les ponts de bateaux qui commençaient à être construits par l'armée allemande au-dessus de la Meuse. Dans la nuit du 13 au 14, tous les colonels responsables des unités de bombardement ont été convoqués dans la nuit à Laon, une centaine de kilomètres de leur base, pour avoir une réunion avec les responsables de l'armée de l'air, qui leur ont imposé cette nouvelle mission, même aux avions réputés lents, et donc réservés aux vols de nuit, les Amiaux, qui ne pouvaient pas échapper facilement à la chasse allemande. Ils sont rentrés à leur base, et ils ont donc donné les ordres pour que tous les avions disponibles, et on constate que sur les 160 bombardiers, il n'y en avait que 60 disponibles pour cette mission, dont 30 qui n'étaient pas, la moitié n'étaient pas des avions récents prêts pour les vols de jour. De son côté, le commandant Grenet, en charge du bombardement de vols d'assaut sur les Breguet 693, qui étaient des avions plus récents, qui pouvaient aller jusqu'à 400 km au ras du sol, était désigné pour lancer la première vague de bombardement dès 9 h du matin. Or, 15 minutes avant le décollage, il y a eu un appel téléphonique du colonel Lacaille, le chef d'état-major du général Hunsinger, en charge du secteur de Sedan, qui a fait savoir qu'il allait lancer une contre-offensive terrestre et des bombardements intensifs par canon sur les ponts de bateaux, et qu'il demandait donc que les bombardiers ne fassent pas une mission sur ces ponts de bateaux, mais sur un autre secteur pour éviter des pertes dans les unités terrestres françaises à terre. Et régulièrement, pour toutes les vagues de bombardiers qui sont partis, on leur a dit très peu de temps avant le décollage que la mission n'était plus sur les ponts de bateaux, soit qu'ils étaient détruits, ce qu'on a vu dans certains messages, soit que la contre-offensive terrestre était en cours. Et donc aucun bombardement, ni de l'armée française ni de l'armée anglaise, n'a été fait ce jour-là sur le pont de bateau de Gaulier, et les 1000 Panzers ont pu passer, faire la percée de Sedan et ensuite enfoncer tout le front français.
Cet épisode, évidemment, pose beaucoup de questions et incite à explorer tout ce qui était autour de cette opération. Et donc, dans les témoignages des Jaunes de Marche, on constate que la deuxième armée du général Hunsinger, au lieu de préparer une contre-offensive pour le 14 mai, a reçu des ordres du général Hunsinger, des ordres de retrait, des unités combattantes, un démantèlement des unités d'artillerie qui auraient pu effectivement faire des bombardements sur les ponts de bateaux, ce qui a déclenché tous ces replis, une confusion pour des unités qui venaient se porter en secours d'une éventuelle mission de contre-offensive. Et quand on fait le rapprochement avec le rôle du général Hunsinger, qui pour la suite a été le représentant de Pétain à l'armistice en juin 1940 et ensuite son ministre de la guerre, qu'il avait démis de ses fonctions le général Rochard quelques jours après cette offensive allemande du 14 mai, alors que le général Rochard avait été le seul à combattre efficacement l'armée allemande sur le front de Sedan, on s'interroge sur le rôle du général Hunsinger et de ce qui peut apparaître comme une trahison. Par la suite, quand on étend un peu ses recherches et qu'on constate que le général Hunsinger a largement été cité comme ayant été proche de Lossarn, de la Cagoule, qui a monté des opérations d'assassinat et de sabotage divers, d'attentats, et surtout la tentative de coup d'État de novembre 1937, où avec des armes importées d'Italie, des milliers d'officiers étaient prêts à prendre d'assaut les bâtiments officiels de Paris et installer un régime autoritaire de type mussolinien en France. Ce régime pour lequel était déjà pressenti Pétain en cas de réussite du coup d'État. C'est donc bien une série de trahisons. Quand on fait aussi, on prend en compte le rapport du général Jonot, qui était dans le cabinet de Pierre Cotte, ministre de l'Air dans le Front populaire de 1936, qui a dénoncé Pétain dans un livre de témoignages, et son refus systématique de renforcer les défenses de Sedan à la fin de la ligne Maginot, en considérant que l'armée allemande ne passerait jamais par les Ardennes, que le général Hunsinger n'a jamais non plus renforcé les défenses à Sedan au début de la guerre de 1940, on commence à vraiment voir un ensemble de faits qui apparaissent comme des trahisons. Par la suite, j'ai découvert les ouvrages de Christian Greiner et d'Arnaud Gillet, et en particulier Christian Greiner qui détaille toutes les trahisons des généraux, de certains généraux, un secteur anti-républicain de l'armée française, qui a systématiquement saboté les plans de Gamelin, qui ne prenaient pas en compte les renseignements militaires, et qui ont fait un sabotage des vraies contre-offensives, et qui a même, dans certains cas, fait combattre des unités contre l'armée française. On doit aujourd'hui relancer le débat et ne pas se contenter de la version officielle des historiens qui ont considéré que la défaite était principalement due à un état-major vieillissant et incapable de s'adapter à l'armée moderne.